Allez, c'est parti. Bon, eh bien, écoutez, donc je recommence pour ceux qui n'étaient pas encore là. Bonjour à tous, bienvenue. Du coup, je suis Marilou, la campus manager du campus de Biarritz. Mais ça concerne également des candidats ou des élèves de d'autres campus. Je vous rassure, pour ceux qui sont arrivés de d'autres campus. Pour info, ce soir, donc, vous avez 6 anciens élèves qui sont présents pour vous parler un petit peu de leur parcours, comment ça s'est passé et surtout pour répondre à vos questions par la suite, comment ça se passe en formation, etc. Donc, vous pourrez prendre la parole sans souci. Alors, on va démarrer tout simplement par un petit tour de table des anciens. Est-ce que vous pouvez tout simplement déjà vous présenter et nous dire un petit peu quel est votre parcours, ce que vous faisiez avant de faire la Web Code School et peut-être ce que vous faites aujourd'hui du coup. Est-ce qu'il y en a un qui veut commencer en premier ou est-ce que je vais désigner quelqu'un? Allez, si tu veux, je commence. Allez, Chloé, merci. Je suis Chloé, j'ai fait la formation JS de la WIFE en février 2019, la formation de 5 mois. Avant de faire cette formation-là, j'ai travaillé dans la communication, j'étais chargée de com digital. C'est pas mal sur des projets de site web. Et j'ai été capable de pousser un peu plus la partie tech en suivant la formation de Bawile. Aujourd'hui, je travaille à Bordeaux. Je suis dans une ESN bordelaise et je travaille chez un client. Donc, pour ceux à qui ça ne parle pas, le concept de ESN, c'est des entreprises qui recrutent des ressources tech pour les déployer en mission chez les clients qu'ils ont. Et je travaille chez ce local à Bordeaux sur toute la partie data, intégration, traitement de la donnée, ce genre de choses. Donc, pas du code pur, mais plus sur des notions de data. Voilà. Merci Chloé. Qui veut prendre le relais? Allez-y, il va bien en falloir un. Ben moi, du coup, parce que moi, c'est Silène. Du coup, j'étais à la formation de Chloé dans la même session. Moi, à la base, je suis infirmière. Donc, c'est totalement un virage de carrière. Voilà. Et actuellement, je travaille sur Dax pour Aquao. Donc, c'est une entreprise qui crée un logiciel pour les entreprises de balnéo, Thalasso. Donc, ils sont en train de passer. Donc là, j'ai fait la formation JavaScript React. Et donc, je continue avec ces outils. Voilà. Donc, pour mon parcours jusqu'à maintenant. Top, merci Silène. Allez, je vais désigner. Anthony, est-ce que ton souci de micro est réglé ou pas? Ah. Non. Passe avec l'ordi d'Angélique peut-être. Ouais. Désolée pour ça. Bon, il y a Angélique, sinon tu veux prendre le relais et après on verra avec Anto, vous partagerez l'ordinateur au pire. Bonjour, donc moi c'est Angélique. J'ai suivi la session de formation de l'année dernière, qui était en septembre 2019, me semble-t-il. Avant ça, donc j'étais psychologue, je travaillais dans l'accompagnement professionnel, en gros orientation professionnelle, bilan de compétences, ce genre de choses. En 2018-2019, j'ai fait le choix de changer de voie professionnelle. J'ai choisi de mettre en place, de suivre une formation au sein de la Y Code School. Et puis, pour ma part, les choses se sont enchaînées de manière assez fluide parce que du coup, dans le cadre de la formation, j'ai pu mettre en place un stage en entreprise au sein de Prospect Immo Urbanise. Et ce stage a laissé place, a découlé sur une activité freelance avec eux. Voilà. Merci Angélique. Lorraine? Je vois que ça ricane en plus. Lorraine, est-ce que tu es parmi nous? Allez, allez. En fait, Angélique s'est trompée, elle a quitté la conversation et comme c'était elle qui avait le son, on n'avait plus le son. Voilà. Donc, moi, c'est Lorraine. J'ai fait la même session qu'Angélique, sauf que moi, j'étais en PHP. Avant ça, j'ai fait pas mal de trucs. J'étais chargée de production dans l'audiovisuel.
J'étais projectionniste et avant la formation, j'étais technicienne informatique. Donc, j'ai décidé de changer d'orientation et après la formation, j'ai fait un stage de 4 mois donc, dans une agence web en dev et après, j'ai eu une proposition de boulot, donc là où je suis toujours, comme chef de projet. Voilà, dans un startup studio à Bayonne. Voilà. Top, merci Angélique. Est-ce qu'on va réussir à avoir Anthony ou pas? C'est bon, Larilou, tu m'entends? S'il vous plaît. Donc, je m'appelle Anthony, j'ai fait la Wild, c'était l'été 2018, c'était lors d'une POEC de 11 semaines pour faire une montée en comp en JavaScript. Avant, ça faisait 1 an que j'étais dans l'informatique déjà à mon compte et avant, j'étais vendeur. Donc, à l'issue de la Wild, donc, j'ai rencontré l'entreprise où je travaille actuellement, donc comme Angélique, Urbanise et Prospect Imo. Ça a commencé en freelance, il n'y avait que Prospect Imo. Après, on a monté Urbanise. Et ben, depuis septembre 2018, je suis là-bas. Aujourd'hui, je suis lead développeur sur les 2 projets. Et on espère avec Angélique que ça va continuer encore longtemps. Top, merci Anthony. Bon voilà, là ça vous donne un petit peu un panel de tous les différents métiers qu'on a pu avoir avant, etc. Je ne sais pas si vous avez bien tous dit quels étaient vos anciens métiers, mais je crois bien que oui. Je pense qu'il y a une question que tout le monde va se poser, que ce soit mes anciens élèves ou les candidats à la Web Code School. C'est comment ça s'est passé en sortie de formation pour trouver votre stage et pour trouver du coup votre boulot. Est-ce que ça a été long? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que vous avez trouvé rapidement? Je sais que ça dépend un petit peu des profils et je trouve ça bien de faire un petit tour. Donc, on reprend peut-être dès le début, Chloé? Oui. Alors, pour les stages, moi j'ai fait 2 stages en fait sur la fin de formation. J'ai fait un premier stage dans une entreprise à Guidard, stage que j'avais eu grâce au job dating qui avait été organisé. Et ensuite, j'ai basculé sur un deuxième stage en remote avec Silène, du coup, qui en parlera aussi juste après. C'est une startup lyonnaise, donc sur un stage de développeur web. Là, on m'entend mieux? Ok. Beaucoup mieux. Ok, ça marche. Et pour, je sais plus, recherche d'emploi après, c'est ça? On fait un petit topo. Alors, pour la recherche d'emploi, ça s'est passé. Alors, pour le poste que j'occupe actuellement, en fait, j'ai été contactée une première fois en novembre pour prendre contact et voilà, discuter avec l'ESN qui m'a embauchée. Et la première fois, ça n'a pas fonctionné au niveau des entretiens et j'ai été recontactée une deuxième fois. Donc là, ça l'a fait. Et la prise de poste devait se faire en mars, donc quasiment 3-4 mois après la formation. Mais avec le Covid, j'ai commencé en juin. Au niveau des difficultés rencontrées, après ça, c'est vrai que c'est assez propre à chacun et il y a un peu de chance aussi qui entre en paramètre dans la recherche d'emploi. Mais ouais, j'avais passé quelques entretiens. Après, on me contactait pas mal pour de la com parce que je sortais de ce secteur-là. Donc, c'était un peu compliqué d'arriver à me couper de cette partie-là pour vraiment basculer sur le digital. Mais voilà, grosso modo, pour comment ça s'est passé pour moi. Je laisse la parole. Donc, comme l'a dit Chloé, moi, donc, aux sorties de formation, j'ai eu un stage chez Audio Wizard. Donc, comment j'ai trouvé? En fait, ceux qui m'ont trouvé le dernier jour de la formation au démodé, ils m'ont envoyé un message sur LinkedIn, ça s'est fait comme ça. Et du coup, j'ai commencé avec eux donc pendant 4 mois de stage. La recherche d'emploi après, donc, en fait, la start-up était en création, ils n'avaient pas encore de levée de fonds. Donc, l'embauche n'était pas possible. Du coup, c'était bon, les fêtes de fin d'année, la période de fin d'année, donc il y avait un peu moins d'offres. Ça commençait à bouger début mars, donc c'était en 2019. Et le premier confinement est tombé. Donc, ça a été très compliqué au niveau des offres. Il y avait beaucoup moins. Donc, non, moi, ce que
je recherchais, hein, j'essayais de rester sur le secteur, donc parce que moi je suis donc j'habite à côté de Biarritz, donc je voulais rester ici. Et petit à petit, je me suis ouverte donc à la France quasi entière, jusqu'à Paris pour chercher du travail. Donc ça c'est quelque chose, hein, c'est être conscient c'est un métier en demande, mais en même temps, selon les secteurs, il y a un petit peu moins, et selon les périodes aussi. Donc il y a des périodes de fin d'année avec les clôtures de budget, et du coup le confinement, donc ça a été 2 périodes difficiles. En été, ça a recommencé, le 2e confinement est tombé, donc pareil, ils ont commencé à être un peu frileux. Et du coup, à rechercher beaucoup, finalement, j'ai trouvé du boulot donc sur Dax suite à une offre. Et donc ça s'est fait tout seul. Mais ça a été compliqué. Moi, du coup, c'est vrai, je l'ai pas dit, j'ai fait 2 formations avec la Wild. Donc la première JavaScript, et du coup, avec le 2e confinement, j'en ai profité pour faire une formation Java, une POC de 3 mois, pour monter en compétences et avoir une plus-value aussi. Et du coup, après la formation Java, il m'a fallu quand même quelques mois. J'arrivais en fin de droit. Donc, c'était une grosse période de stress. Donc, comme dit Chloé, on est chacun différent. Enfin, on a tous vécu différemment. Mais moi, du coup, le manque d'expérience. Oui, il y a besoin de développeurs, mais soyez conscients que des juniors, il y en a à l'appel. Donc, il faut pas lâcher. Ça, c'était voilà. Donc, moi, ça a été 1 an de recherche vraiment entre le stage et trouver le travail. Et voilà. Merci Célène. Bah, je pense que le mot aussi à dire, c'est que je crois que tu as quand même pas mal évolué sur ta façon de chercher aussi des entreprises. Et il faut aussi quand même dire que tu as eu des propositions qui ne te convenaient pas, parce que ce n'était pas ce que tu recherchais, ce n'était pas le type d'emploi que tu voulais. Donc voilà, tu as trouvé aujourd'hui quelque chose qui te plaisait, et ça c'est chouette. On me proposait j'ai eu une proposition, enfin, je suis pas arrivée à la proposition, mais c'était pour faire un langage très peu recherché, donc du VBA, donc je serais montée en compétence, mais pour quelqu'un de junior, c'était pas spécialement pertinent. Et après, c'était pour partir faire encore une formation pendant 2 ans. Après, du coup, mes 2 formations, partir faire du DevOps. Donc, au bout d'un moment, j'avais envie de travailler et pas repartir sur une formation. La formation, yes. Merci Silène. C'était Angélique qui avait pris le relais après. Tu quitteras pas la réunion cette fois. On va y arriver. Donc pour ma part, comme je le disais tout à l'heure, les choses se sont faites de manière assez fluide, que ce soit pour la recherche de stage et la prise de poste à l'issue. Donc j'ai obtenu mon stage chez Prospectimo Urbanise suite au job dating qui avait été organisé par Marie-Lou au sein de la White School. On a pu rencontrer des entreprises déjà en amont à l'occasion des apéros qui avaient pu avoir lieu. On avait pu se rencontrer avec Anto, échanger un petit peu, ce genre de choses. Du coup, il y avait déjà eu une première prise de contact et voilà, le job dating a été l'occasion d'aller un petit peu plus loin dans l'échange d'une manière un petit peu plus professionnelle et de voir les envies des 2 parties et de voir si ça pouvait le faire ou non. Du coup, le stage s'est bien déroulé. À l'issue de ça, donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec eux dans le cadre freelance dans un premier temps. Tout se passe plutôt bien, tout a été fluide, les missions sont super, tout le cadre de travail est nickel, du coup ça roule plutôt bien à ce niveau-là. Et voilà, et du coup c'est assez positif, je ne sais pas quoi dire, si ce n'est que c'est positif, mais pour le coup, il y a quand même des périodes où, certes, mon parcours il était linéaire, mais il y a eu des périodes de remise en question, des périodes où on est junior, on arrive dans ce métier-là avec des compétences, certes, mais des petites compétences par rapport aux enjeux qu'on peut trouver derrière. Et voilà, il faut s'accrocher. Donc, même quand on trouve l'opportunité, il faut être aussi à la hauteur de ce que va attendre l'entreprise derrière. Et voilà, c'est pas de tout repos non plus. Et il faut savoir se remettre en question et avancer. Des fois, on a des seuils, des paliers qui sont assez importants à gravir. Et voilà.
Donc, ça se fait de manière linéaire, mais par palier, je dirais. Voilà. Merci Angélique. Je crois qu'il y a une question, c'est Anthony Vergès, c'est ça? Yes, oui, c'est moi. Justement, je voulais rebondir un petit peu sur ce qu'Angélique était en train de nous dire. C'est vrai que 5 mois, c'est relativement court, donc on apprend des connaissances en masse, mais on a le sentiment de pas dégager une réelle maîtrise finalement de toutes les choses qu'on voit. Est-ce que vraiment c'est handicapant pour quand on se présente devant les entreprises? Parce que finalement, on ne dégage pas, oui, comme je disais, une maîtrise totale de tout ce qu'on voit. Alors pour info, Anthony est un de nos élèves actuels. D'où la question. Oui, pardon, j'ai oublié de me présenter, oui. À la Wild à Biarritz, c'est ça. Qui veut répondre à cette question? Alors, pour rebondir sur ce que disait Anthony, certes, donc comme je dis, on arrive avec des compétences. Je pense que tout va dépendre de l'état d'esprit derrière. C'est-à-dire, on arrive avec nos compétences, mais ce sont ce qu'elles sont suite à une formation de 5 mois. C'est vrai, c'est court, mais tout va dépendre de la manière dont on va se saisir de ces compétences-là, de comment on va les faire évoluer finalement. Certes, c'est peu, mais on peut vite. Enfin, l'objectif, c'est de vite les faire grossir, de les approfondir. Et si on travaille sur ces compétences encore derrière, il n'y a pas de raison. C'est pas simple non plus, mais de mon point de vue, en tout cas, ça m'a donné un socle minimal. J'ai vu que j'avais des comment on appelle ça? Des écarts, des manques sur certains domaines que j'avais pas pu personnellement approfondir durant la formation. Bon, mais voilà, c'était de mon fait de devoir les approfondir par la suite pour pas que ce soit un manque. Et il m'en manque encore beaucoup. J'ai encore beaucoup de choses à approfondir aujourd'hui. Merci Angélique. De toute façon, je crois que le métier de développeur, vous êtes continuellement en apprentissage dans tous les cas. Donc, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Vous allez toujours avoir de nouvelles choses à apprendre. Donc, c'est ce qui est chouette et aussi ce qui est difficile dans ce métier, clairement. Merci, c'était clair. Top, merci Anthony. Qui c'est qui prend la suite sur cette question? Anthony, du coup, mais Anthony Hervy, du coup. C'est bon le micro? Nickel. Vas-y. Ok. Je suis complètement d'accord avec Angélique. Enfin, je souligne juste quelque chose qui, je trouve, parce qu'on n'a pas le même parcours. Moi, c'était une POEC, donc je faisais déjà un peu de dev. Elle est venue vraiment, c'était 4 mois, il me semble, la formation, si je dis pas de bêtises, 5 mois et 4 mois de stage. Et quand elle est arrivée chez nous, entre le début du stage et la fin, franchement, il y a eu une transformation, quoi, une très très belle évolution. Après, quand elle arrivait, elle savait très pertinemment ce qu'elle voulait. C'est-à-dire qu'elle, son objectif, c'était d'être employable, d'être dev et d'atteindre le niveau de junior. Donc, on a fait le deal, en fait. On s'est dit, d'accord. Donc, moi, le but, c'était de l'intégrer de façon progressive à la prod, de mettre sur des tâches concrètes. Et de son côté, elle a carrément joué le jeu. Et puis, petit à petit, vraiment, de semaine en semaine, j'ai vu l'évolution. Et au bout de 4 mois, oui, c'est bon, c'était le niveau était là pour être employable et rejoindre l'équipe. Donc, si je peux vous conseiller, c'est vrai que la formation, elle est très théorique, malgré les projets clients et tout ça qui font pratiquer. Quand vous allez débarquer en entreprise, donnez-vous à fond. Et vous allez voir après que le métier de dev, de toute façon, on ne sait jamais vraiment. Malgré les années, on apprend tous les jours. C'est ce qu'il y a de beau dans le métier. C'est ce que j'espère que vous aimerez. Mais en tant que développeur, c'est normal de ne pas savoir. On ne peut pas se dire à un moment, je sais. Les choses évoluent trop vite. Donc, se former, ça fait vraiment partie du métier. Merci, Anto. Et toi, comment ça s'est passé la recherche de boulot en sortie de formation? Parce que toi, en plus, sur une POC, il n'y avait pas de stage à la sortie. Comment ça s'est passé? J'ai eu quand même franchement de la chance parce qu'un peu comme Silène, j'étais en stress niveau argent et tout ça. Donc, moi, je m'étais pas dit France entière. Paris, je voulais vraiment pas. Je m'étais dit, dans ma tête, je m'étais préparé psychologiquement à monter à Bordeaux. J'ai rencontré Valentin et Michael, donc mes associés aujourd'hui, qui avaient un besoin urgent sur un autre langage que ce que j'avais fait à la Wild Code School. Ils m'ont dit, écoute, on cherche quelqu'un pour commencer dans 3 jours. J'ai dit oui.
Et au début, voilà, c'était 3 mois et finalement, je m'étais dit, bon, on verra après comment je vais rebondir. Et ben, je n'y suis vraiment plus. Et aujourd'hui, je compte vraiment pas bouger. T'es jamais parti au final, Anthony. C'est ça. C'est ça. Bon, je vois, il nous reste Lorraine, t'inquiète pas, je t'oublie pas, mais j'ai surtout vu qu'il y avait Stéphane qui était arrivé. Je suis contente de t'avoir. Est-ce que toi, tu peux nous faire un petit topo? Donc, tu n'as pas pu être là dès le début. Est-ce que tu peux simplement nous redire ton parcours, ce que tu faisais avant et ce que tu fais aujourd'hui, et peut-être directement enchaîner sur comment s'est passée ta recherche de boulot, comment tu as trouvé ton poste aujourd'hui, etc. C'est sa parole. Oui, bonjour. En fait, moi, alors pour ceux qui, parce que je vois qu'il y a pas mal d'élèves de la session de Biarritz, quoi, qui savent déjà ce que j'ai fait, mais je vais faire un petit résumé, quoi, pour les autres. Moi, j'étais agent maritime. J'ai fait ça pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, j'ai commencé à me lasser, à me dire, voilà, quoi, il me reste 20 ans de carrière à faire. Et j'ai plus envie de faire ça, quoi. J'ai envie de faire quelque chose qui me plaît et je me suis orienté sur le développement. Ensuite, la formation à la Wild, hein, ça, pas de souci, hein, beaucoup de choses à apprendre, ça va très vite, voilà, beaucoup de choses à assimiler. Et ensuite, moi, j'ai été embauché après mon stage. Donc, j'ai trouvé un stage, moi, dans une société qui fait du développement lié aux vidéos de sport. Principalement, sont des web TV et des lecteurs enrichis, quoi, pour les matchs sportifs. Donc, j'ai fait mon stage pendant 4 mois là-bas. Ça s'est super bien passé. J'avais un super maître de stage qui m'a vraiment tiré vers le haut. Et à la fin de mon stage, ils m'ont proposé un CDI directement, que j'ai accepté, bien sûr, parce que l'ambiance était bonne, les sujets sont hyper intéressants, et voilà, donc je ne pouvais pas rêver mieux. Et du coup, depuis juin, moi je suis en poste là-bas en tant que développeur front-end. Et petit à petit, j'ai pris le lead sur les back-office, sur les lecteurs business, parce qu'on fait pas que du sport, on fait aussi pour les mairies. Et sur les pages clients, on fait des pages statiques, quoi, qu'on peut délivrer aux clients. Voilà, donc j'ai pris petit à petit le lead là-dessus. Et voilà, donc j'ai eu ma stagiaire de la Wild aussi, dont je suis super content, qu'on a gardé d'ailleurs. Et voilà, tout se passe bien. Hein. Merci Stéphane. Bon, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, là, les anciens élèves que vous voyez, maintenant, c'est eux qui viennent recruter nos élèves actuels pour beaucoup. Donc, c'est assez... C'est moi ou j'entends de la musique? Ah oui, je pense que tu m'entendais, moi, Stéphane. Donc, oui, voilà, en fait, ce sont nos anciens élèves aujourd'hui qui viennent recruter avec leurs entreprises les élèves actuels. Donc, c'est assez chouette, il y a quand même une belle continuité. Et Lorraine, je ne t'ai pas oubliée. Tu vas pouvoir prendre la parole et me dire un peu comment s'est passée, toi, ta recherche de boulot en sortie de formation. Avec plaisir. Donc, moi, j'avais trouvé mon stage au job dating, donc, qui avait été organisé à la Wild. Donc, ça s'est bien passé. Après, nous, le stage, il est tombé en plein premier confinement, puisqu'on a commencé mi-février, je crois, quelque chose comme ça, et que, il y a eu le confinement un mois après. Donc, c'était des conditions un peu particulières, parce que déjà, un stage, c'est compliqué. Et en remote, quand c'est pas prévu, c'est compliqué aussi. Donc des grands moments de solitude, mais des grands moments de victoire aussi. Par rapport à la question de tout à l'heure là, sur le fait qu'on sort d'une formation de 5 mois, ce qui compte aussi, ça va être vraiment le stage qu'on trouve, si on est bien encadré aussi. Et si on montre qu'on a vraiment la volonté, c'est pas forcément un frein. En tout cas, moi, tous les gens que j'ai rencontrés, tous les patrons, entre guillemets, ça n'a jamais été un frein pour eux parce que ce qu'ils cherchent, c'est vraiment la volonté. Et c'est aussi sur des formations de reconversion, c'est souvent des profils qui les intéressent, peut-être des fois plus que des gens qui n'ont fait que de l'école. Parce que généralement, c'est des profils qui ont plus d'autonomie ou qui un peu plus d'expérience et qui sont donc des profils hyper intéressants aussi pour les employeurs. Ce qui va être important aussi, c'est le réseau.
Alors moi, je dis ça parce que du coup, suite à mon stage, en fait, j'ai un ancien collègue de formation qui était en stage dans la société où je travaille maintenant et qui du coup a parlé de moi à son patron qui donc m'a proposé le poste où je suis. Donc le réseau, c'est aussi hyper important. Bon là, c'est un peu compliqué. Voilà, mais c'est bien de continuer à avoir des relations avec ses anciens camarades, avec voilà, de s'intéresser à ce qui se passe. Du coup, voilà, moi, on m'a proposé ce poste de chef de projet qui n'était pas spécialement, enfin, j'y avais pas spécialement réfléchi avant. Après, c'est vrai que ça allait avec mon profil et mes expériences, donc c'est pour ça que je disais que la reconversion, c'est aussi quelque chose qui peut intéresser les employeurs. Donc voilà, moi personnellement, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis maintenant, donc je suis très contente. Et puis voilà. Voilà. Merci Lorraine. Une question alors, il y a une question après pour Stéphane, je la poserai après, mais d'abord, j'ai vu qu'il y avait aussi des questions sur le financement des formations. Il y a tout type de financement, j'y réponds, mais toi, Lorraine, par exemple, tu t'es autofinancée. Je sais qu'il y a également Silène qui a pu avoir des financements, Stéphane qui a pu être financé aussi, Anthony, puisqu'il a fait une POC, donc une formation 100% financée par Pôle emploi, voilà. Chloé qui était en partie en autofinancement. Donc, vous avez vraiment tout type de profil. C'est-à-dire qu'il y a de l'autofinancement, il y a du financement par Pôle emploi, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut aussi se préparer à un plan B. Toi, aujourd'hui, alors je vais te prendre comme exemple, Lorraine, parce que c'est toi qui parles en dernier. Est-ce que c'est très bizarre de dire ça, mais est-ce que tu regrettes aujourd'hui ton financement ou tu penses que pour toi, c'est un investissement qui valait le coup quand même? Alors, je ne regrette pas. J'ai eu juste une petite partie financée par Pôle emploi, puisque j'avais travaillé avant, donc tout ce qui était DIF DIF à l'époque et CPF. Du coup, ça m'a payé la moitié, quelque chose comme ça, de la formation. Je ne regrette pas du tout. Moi, je m'étais préparée à payer la formation en entier. Parce que pour moi, c'est un vrai choix de vie aussi après. C'est un vrai. Quand on décide de changer de métier, on sait de toute façon qu'on va repartir dans le bas de l'échelle, généralement. Donc, on sait qu'il y a des sacrifices, entre guillemets, à faire, des compromis en tout cas. Donc, moi, personnellement, je ne regrette pas du tout. Et si c'était à refaire, clairement, je le referais. Et voilà, j'avais prévu de tout financer parce que pour moi, par rapport à ce que ça m'a apporté après et maintenant, enfin, il n'y a pas à réfléchir, quoi. Top, merci beaucoup Lorraine. Et du coup, une question pour Stéphane, donc de Alain, qui dit qu'il est également senior et il te demande si c'est pas trop dur de suivre le rythme à la Web Code School et est-ce que la seniorité est un frein à l'employabilité? C'est une bonne question, je trouve, parce que je l'ai souvent, moi. Ouais, alors pour moi, pas du tout. Ce qui compte, c'est la motivation quoi, pour la formation. Voilà, faut arriver, pas se dire, parce que, enfin, moi je le vois un petit peu en entreprise, quoi. Il y a des tranches d'âge qui ont tendance à tout savoir, à pas vouloir se remettre en question, et je pense que c'est plus ça le problème. C'est pas un problème d'âge, c'est plus un problème d'état d'esprit, de savoir. Enfin, moi, quand je suis parti, quand je me suis inscrit pour faire cette formation, mais je me suis dit, OK, mais pendant 5 mois, tu vas pas avoir de vie. Donc, je préviens ma femme, mes enfants, et je me dis, voilà, c'est un choix que j'ai fait. C'est un choix que j'ai fait aussi avec ma famille. Mais ce qui compte, c'est la motivation, quoi, et la motivation et l'investissement. Donc, pour la formation, c'est pas du tout un frein. Par contre, après, pour ce qui est de la recherche d'emploi, c'est plus un atout même, je trouve. Parce qu'on a des compétences qu'on peut transférer dans le développement. Alors, ça dépend de ce qu'on faisait avant, mais il y a toujours des compétences qu'on peut transférer et qu'on peut valoriser auprès d'un employeur. Voilà, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis servi de mes expériences passées, justement, pour les transférer dans ce nouveau métier. Et ça a été un plus. Donc, pour moi, c'est pas du tout un frein. Top, merci Stéphane pour ta réponse. Oui, pour information, nous, en tranche d'âge sur la Welco School, il y a tout type. On passe de 18 ans à, je crois, on a eu quelqu'un qui avait 60 ans.
La moyenne d'âge, c'est 30-35 ans. Donc, tout dépend un petit peu tout dépend des sessions, etc. Mais on est sur une moyenne d'âge toujours de 30-35 ans avec des écarts d'âge qui sont assez monumentaux. Mais au final, moi, je me rends compte en tant que campus manager que ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que les plus âgés vont apprendre des plus jeunes sur certaines choses et inversement. Donc, il y a un gros échange qui se fait. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres questions. Diane qui pose une question pour Lorraine. Dans le poste de chef de projet, est-ce que tu fais actuellement du dev? Et du coup, la question qui en découle, si jamais tu n'en fais pas, en quoi est-ce que la formation en dev t'a servi? Alors, je fais pas de dev à proprement parler. Moi, en gros, mon travail consiste à prendre le cahier des charges que le client a validé avec la personne qui s'occupe de ça et à transformer tout ça en tâches techniques pour les développeurs et à superviser un peu tout ça. Du coup, il n'y a pas de dev à proprement parler, mais par exemple, c'est moi qui vais modéliser les bases de données. Donc, il faut quand même connaître un petit peu le principe de la base de données du relationnel et tout ça. Clairement, si je n'avais pas fait la formation, je ne pourrais pas occuper le poste que j'ai maintenant, même si je ne fais pas de dev concrètement. Mais il faut pouvoir lire le code des développeurs pour vérifier que tout a été fait et que c'est bien ce qu'on a demandé. Il faut pouvoir transmettre, comprendre en fait, comment dire, pour transformer la demande du client en tâche technique, il faut connaître le côté technique en fait. Donc moi la formation elle m'a aidé pour ça parce que il faut que je sache, il faut que je sache que c'est qu'une route, il faut que je connaisse le code. Concrètement, il faut que je connaisse le code. Alors j'imagine que le poste de chef de projet dans d'autres entreprises peut s'occuper sans savoir coder. Moi en tout cas là où je suis, je ne pourrais pas occuper mon poste sans avoir fait la formation avant. Top, merci Lorraine. Et je crois que la question, elle s'accorde aussi à Chloé. Si je ne me trompe pas, toi, tu n'es pas sur un poste qui fait du 100% dev. Tu peux peut-être répondre à la question à ta façon aussi. Oui, alors non, en effet, moi, je n'ai pas de dev, pas à proprement parler dans le poste que j'occupe aujourd'hui. Par contre, il faut avoir des notions, il faut comprendre. Je bosse pas mal, du coup, je fais pas mal de requêtes sur base de données. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aurais pas du tout été en mesure de faire si j'avais pas eu de formation technique avant. Ça apporte quand même une base, alors une très, très bonne base pour le métier de développeur, mais c'est vrai que ça ouvre aussi des portes à d'autres métiers qui nécessitent à minima une compréhension de la technique et une maîtrise quand même assez maîtriser, de bien comprendre quand même ce qui se passe. Donc c'est important d'avoir cette base-là. Merci Chloé. J'ai une question. Non, il y a personne. Pour Youssef, je te réponds à ta question. Tu me demandes s'il y a quelqu'un qui fait de l'alternance. Non, aujourd'hui, on n'a personne qui fait l'alternance qui est présent. Par contre, j'ai quelques élèves qui font l'alternance aujourd'hui. Donc, si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Je vais peut-être pouvoir y répondre. Donc, si tu veux soit prendre la parole, soit m'écrire tes questions par rapport à l'alternance, n'hésite pas parce que je pourrais y répondre également. Voilà, je connais bien le sujet ici. Alors, j'ai une autre question de Marcel en termes de salaire. Quel niveau de salaire peut-on trouver en tant que développeur junior? Tout dépend de la ville où tu es. Mes élèves, là, aujourd'hui, vont être capables de te répondre par rapport au Pays Basque. Donc, c'est autre chose que, par exemple, Paris ou Bordeaux. Les salaires sont quand même différents en fonction de la ville. Donc, tout dépend de là où tu es. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre le relais par rapport au salaire? Qui c'est de mes anciens, là, qui peut se sentir à même de répondre à cette question? Je veux bien. Une fois qu'on a terminé la formation Wild, l'objectif vraiment c'est d'intégrer le marché de l'emploi. Donc par expérience et de ce que j'observe un petit peu à droite à gauche, au début il faut faire ses preuves, il faut rentrer dedans. Mais le dev, on évolue vite. Si vraiment c'est sérieux, il y a des belles capacités d'évolution, que ça soit technique mais aussi salariale.
Après, enfin, je rajouterais aussi, méfiez-vous quand même de ce que vous lisez sur Internet, parce que ça joue beaucoup de tours à des juniors qui se disent qu'en sortant de formation, ils vont gagner 400 € par jour. Je préfère vous le dire de suite, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Après quelques années d'expérience, si vous aimez le freelancing, oui, on peut vraiment gagner des belles sommes. Il faut savoir aussi qu'il y a une contrepartie, c'est-à-dire que sur Internet, vous allez lire que ouais, enfin, tout est beau, tout est rose. Quand on prend une telle somme par jour, on ne travaille pas tous les jours. Donc, on peut aussi faire un très très bon mois, mais après se retrouver le mois d'après sans rien. Ça fait partie du jeu. Il y en a à qui ça convient tout à fait. Je pense que c'est très très bien une fois qu'on a plusieurs années d'expérience du réseau ou pour les grandes villes. Juste concernant le Pays Basque, le conseil moi, que je vous donnerais, c'est de vous sécuriser. Ah, et dernier point, si on vous propose quand même, après le stage, du boulot en freelance aussi, c'est dommage de se fermer des portes à cause de ça. Ça vous apporte de l'expérience et après, ça se transforme en CDI. Et je crois que tu en as certains qui peuvent confirmer, notamment Lorraine, par exemple, et Angélique. Ouais, c'est ça. Lorraine et Angélique, qui sont aussi passés par la case freelance et qui sont toujours en freelance, si je ne me trompe pas, aujourd'hui pour Prospectimo non, je ne sais plus. Bon, bref, voilà. Donc oui, et après, donc ça passe en termes. Donc là, Anthony, il a surtout parlé de tout ce qui était freelance, mais c'est à peu près la même chose aussi pour le salaire si vous êtes en CDD ou en CDI. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas vous dire que vous allez partir sur du 40 000 € à l'année brute en sortie de formation, ça c'est certain. Au Pays Basque, on va être entre 25 et 30. Ça dépend vraiment des entreprises. Il y en a certaines où ça sera moins, il y en a certaines où ça sera plus. Tout dépend en fait de comment se passe votre stage et de l'entreprise dans laquelle vous allez postuler. J'ai d'autres questions. Ah si, est-ce que vous avez passé le titre professionnel, mes très chers? Qui l'a passé, qui ne l'a pas passé? Et ceux qui ne l'ont pas passé, pour quelle raison? Ne vous battez pas. Je vais répondre. Moi, je ne l'ai pas passé, alors que je voulais le passer. Hein. Vraiment, c'était une volonté. Je ne l'ai pas passé parce que c'est très mal tombé en termes de date. Donc moi, j'ai commencé à travailler, du coup, comme j'ai enchaîné directement après le stage et que j'ai pas arrêté depuis, et ben clairement, c'était pas possible en fait. Il aurait fallu reprendre les projets clients ou faire ce genre de choses et j'ai pas eu le temps. Est-ce que je le regrette? Peut-être un petit peu. J'aurais aimé avoir le temps de le passer parce que je trouve que si on peut le faire, il faut vraiment le faire. Mais voilà, moi clairement ça a été un problème de disponibilité. Je pouvais pas, il aurait fallu que je prenne 2 semaines pour préparer le truc à fond parce que je voulais pas y aller les mains dans les poches non plus. Du coup, je l'ai pas fait. Voilà. Tu m'as gâché ma soirée, Marion, merci. Honte à toi, Lorraine. Non, mais la question, je pense, qui va se poser, c'est est-ce que toi, ça t'a fermé des portes de ne pas avoir passé ton titre? Je pense qu'il y a ça aussi. Vraisemblablement non, pour l'instant en tout cas. Non, ça m'en a pas fermé. Mon opinion, c'est que après une reconversion, avec les profils qu'on a, ça, c'est pas spécialement obligatoire d'avoir le titre. C'est toujours bien si on veut enchaîner après, peut-être sur une autre formation ou voilà. Puis c'est toujours bien parce que ça valide quand même un changement de parcours. Voilà, c'est quand même cool. Mais en tout cas, moi, à mon niveau, ça ne m'a pas du tout fermé de porte et personne ne me l'a demandé. Top, merci. Et pour ceux qui l'ont passé, je pense à Stéphane et Angélique et qui l'ont obtenu, félicitations. Du coup, pour ma part, je l'ai passé en même temps que Stéphane en septembre. Donc, on est très content de l'avoir eu. C'était du travail, mine de rien. C'était quelque chose que je voulais absolument passer en intégrant la formation. Pour moi, c'était un filet de sécurité, alors qui peut-être n'est pas vraiment réel dans les faits, j'en sais rien. Mais j'avais besoin de me dire, OK, à l'issue de la formation, ça permet de le valider mais déjà pour avoir un plus au niveau de la crédibilité vis-à-vis de l'employeur, mais aussi, surtout, si jamais je ne parvenais pas à trouver de travail à l'issue ou de mission ou autre, et que pour moi,
personnellement, la suite de formation n'était pas du tout exclue et du coup, ça m'aurait permis de valider un titre pro équivalent Bac+2 et pour pouvoir partir sur autre chose en cas de besoin, en cas de volonté. Et puis bon, mais les choses se sont déroulées et du coup, j'en ai plus besoin ni la volonté non plus, donc j'en suis très contente. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose que je regrette d'avoir fait malgré tout. Voilà, c'est quelque chose que je suis contente d'avoir fait. Au moins, c'est fait. C'est un trait qui est tiré. Voilà, les choses sont bouclées et ça permet de passer à la suite un petit peu plus sereinement pour ma part. Voilà. Je précise pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le titre professionnel, c'est l'équivalent d'un diplôme niveau Bac+2 en développement web et web mobile. Donc, c'est pour ça qu'on parle de ça, parce qu'il y a la possibilité, après votre stage, de passer avec nous ce titre. Je vais faire parler Silène un petit peu. Toi, je sais que tu as beaucoup hésité à le passer. Finalement, tu ne l'as pas passé. Pourquoi? Est-ce que tu regrettes aujourd'hui? Est-ce que tu es contente? Enfin, voilà, la petite question. Mais déjà, il y a eu, c'était compliqué pour nous, hein, pour la session de passage, parce que l'école a déménagé, donc il y a eu pas mal de soucis, donc c'est vrai que ça a décalé. J'avais envie de le passer, j'ai toujours envie de le passer. Peut-être que dans quelques temps, si j'ai une possibilité en candidat libre, c'est quelque chose que j'ai envie de faire parce que pour me dire, j'ai changé de métier, du coup, avoir cette étiquette-là. Si je l'ai pas fait, c'est parce que j'ai pas fait juste rechercher du boulot pendant tout ça, hein. Il y avait quand même aussi une montée en compétences, hein. Je codais tous les jours. Moi, le confinement, ça n'a pas été bronzer sur la terrasse. Ça a été de 9h à 18h, comme tout le monde, coder mes petits projets, mes recherches, etc. Et j'aurais pu me réinscrire il n'y a pas longtemps, mais je n'étais émotionnellement pas disponible. Ça aurait été la goutte de trop à mon stress rajouté. Donc, je l'ai pas fait. Là, il y a eu, j'ai commencé le travail, donc ça fait 1 mois que je suis donc dans l'entreprise. Et après, du coup, la retombée, il y a quand même les horaires. Donc, je pense que ça faisait beaucoup. Et donc, j'espère, dans quelques temps, peut-être reprendre, au lieu de prendre un projet réalisé, mais du coup, sur un temps personnel, pouvoir faire quelque chose qui me tient à cœur, un petit projet, et le présenter en candidat libre, pourquoi pas, si à un moment j'arrive à me glisser, voilà, pour pouvoir le passer. Top, merci Silène. Bon, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions encore. Alors, pour Jessica qui vit dans les alentours de Strasbourg, est-ce qu'il y a de la demande, je suppose, en termes de poste? Je te vois si tu veux faire oui de la tête. Je ne sais pas si tu m'entends, Jessica, pour ta question sur l'embauche à Strasbourg, pardon. Donc, je suppose que tu demandes pour l'embauche, est-ce qu'il y a de la demande en termes d'emploi? Ouais. Selon les dires de Gilles, donc, qui est le campus manager de Strasbourg, oui, il y a de la demande et je crois qu'il a un très bon temps d'insertion professionnelle suite au stage. Donc, oui, ça fonctionne bien. Il y a des belles boîtes à Strasbourg et qui tournent quand même très, très bien. Donc, oui, il y a de l'embauche à Strasbourg. Voilà. Après, tout dépend. Hein. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes élèves. Tout dépend de ce que vous allez donner aussi en formation, donner aussi sur votre recherche de stage. On vous aide, on vous donne beaucoup de pistes, on organise un job dating, on fait venir des entreprises. Après, bien sûr, on ne peut pas trouver un job pour tout le monde, on ne peut pas passer les entretiens à votre place. Et surtout, il faut montrer aussi de la volonté et aller le chercher, ce stage ou ce poste par la suite. Ça, c'est certain. Donc, voilà. L'examen fonctionne comment? Est-ce qu'il faut présenter un projet? Oui, l'examen fonctionne. Stéphane, peut-être, tu veux expliquer comment ça marche l'examen? Je vais vous faire bosser un peu. Oui, donc il y a 2 dossiers à préparer en fait pour le passage de titre. Un dossier projet qui va justement décrire, c'est un peu comme un rapport de stage, quoi, en fait, ça. Par contre, il va falloir aborder à la fois l'aspect front-end et l'aspect back-end. Et ensuite, il y a un dossier professionnel qui, lui, va être plus technique, en fait, et qui va donner plus des réalisations, quoi. Alors, ce dossier professionnel, vous pouvez mettre ce que vous voulez, quoi, dedans. À partir du moment où vous l'avez fait vous-même, bien sûr. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, que ce soit… alors, moi, sur le mien, j'ai mis une partie, c'était du projet 3 de la Wild. Une partie, c'était un projet perso. Une partie, c'était ce que j'ai fait pendant mon stage. Voilà, donc c'est plus, il y a ce rapport de stage, on va dire, qui est le dossier projet, et ce dossier professionnel où là, ça va être plus ce que vous avez fait, mais sans être
vraiment fixé dans un projet. Voilà, je pense que je ne sais pas si j'ai répondu aux questions, mais… Si, je crois que c'est pas mal. En gros, pour vous faire un petit topo, pour ceux qui ont déjà fait, par exemple, des masters et validé des masters ou ce genre de choses, vous avez en fait un oral pour présenter votre dossier. Vous préparez un dossier à l'avance, donc comme un mémoire ou comme un rapport de stage, et ensuite vous allez présenter avec un PowerPoint, etc., devant des jurés qui sont homologués, et vous passez, donc vous présentez, puis ensuite vous avez un moment de questions-réponses. Voilà. Sachez que vos campus managers, que ce soit Biarritz ou les autres campus, vont vous fournir des exemples d'anciens dossiers. Je sais qu'on vous montre les dossiers de certains anciens élèves qui ont passé le titre et qui ont validé le titre pour que vous puissiez avoir un exemple. Bien entendu, si vous refaites la même chose, on le saura et ça se verra et ça ne passera pas. Mais voilà, c'est pour que vous ayez une idée un petit peu de ce qu'on vous demande. On vous accompagne là-dessus au maximum, mais c'est un gros travail que vous avez à faire, vous, en amont et pour préparer cet entretien. Voilà. J'ai vu qu'il y avait une autre question un peu plus haut, j'essaie de la récupérer. Le stage est-il obligatoirement en présentiel ou est-ce qu'il peut s'effectuer en distanciel? Et là, c'est Chloé et Silène qui vont pouvoir nous répondre, qu'elles ont fait leur stage, elles, à distance. L'hésitation, est-ce que c'est Chloé ou est-ce que c'est Silène qui va parler? Non, mais moi j'ai fait les deux. J'ai fait un premier Ouais. stage en présentiel et un deuxième stage en remote avec Silène qui on était toutes les deux dans une entreprise, une start-up lyonnaise. Et ça se fait, ça se fait. Il n'y a pas de souci particulier. Après, voilà, faut être assidu aussi. Il y a une base de confiance qui est là entre la personne qui nous emploie et nous. Il faut faire le boulot et il ne faut pas hésiter à solliciter. Le mode de fonctionnement est légèrement différent de si on était en entreprise, mais après, la disponibilité, si c'est bien organisé, reste la même, si ce n'est plus, parce que justement, il y a un souci de bien que, enfin, nous en tout cas, même j'imagine que tu vas me rejoindre sur ça, mais nous, notre responsable de stage était très soucieux voilà, de savoir si ça allait, si on s'en sortait, si on avait des points bloquants. Il n'arrêtait pas de nous dire de ne pas hésiter à le solliciter, donc ça se fait très bien. Je te laisse, Sylvain, si tu veux rajouter quelque chose. Silène, tu as quelque chose à ajouter? Pas obligé. Non, mais je suis d'accord avec Chloé. Après, du coup, ça peut justement nous, du coup, l'équipe qui nous a accueillis était en création d'entreprise. Donc c'est vrai que aussi, donc ils étaient disponibles quand ils étaient là, mais quand ils n'étaient pas là, les journées, donc là aussi ça peut être compliqué. Donc les journées où ils avaient des réunions, des démonstrations ou quoi, quand là on est bloqué, du coup, après nous c'était une petite, ils étaient deux, hein, il y avait un seul développeur pour nous encadrer. Donc c'était vraiment le début de l'entreprise. Donc c'était à ce niveau-là, ça pouvait être compliqué. Donc il faut vraiment jauger. Je pense que ça dépend de l'entreprise qui va vous accueillir, qui peut vous accueillir en stage, de justement la confiance, parce qu'il faut qu'ils aient confiance en vous et eux, vous aussi en eux pour vous accompagner. Donc voilà, c'est un tout. Mais après, sinon, on a un métier digital. Donc, moi, je travaille 3 jours par semaine à la maison, 2 jours par semaine en entreprise. Pour un stage, c'est pareil, quoi. Et tant qu'il y a les outils, il n'y a aucun souci pour le présentiel ou le distanciel. Merci les filles. Question à propos de l'examen. Après la formation Welco School, y a-t-il une certaine période obligatoire à respecter avant le passage de cet examen? Normalement, c'est 1 an. Ouais. Voilà. Vous avez 1 an pour passer le titre après votre formation. Il y a eu une dérogation pour Silène et Chloé, enfin la promo de Silène et Chloé, puisque nous, en interne, on a dû changer de numéro de tirette, donc refaire des démarches pour pouvoir faire passer le titre. Mais c'est 1 an après la formation. Ouais. Enfin, maximum 1 an après la formation, normalement. Après, il y a possibilité de passer l'examen en candidature libre, bien sûr, que ce soit avec nous ou avec un autre organisme. Voilà. Question de Jessica. Est-ce qu'il faut être bilingue en allemand? Est-ce qu'être bilingue en allemand peut être un plus? J'ai perdu la question. Peut être un plus sécurisant pour un stage ou un débouché plus simple? Je suppose que tu parles par rapport à Strasbourg. Dans tous les cas, parler notre langue, oui, clairement, c'est un plus. Je pense que oui, je ne suis pas certaine. Ça sera plutôt une question pour Jules qui connaît beaucoup mieux l'écosystème précis de Strasbourg. Mais il y a de fortes chances que oui, ce soit un plus. Ouais, clairement, c'est quelque chose à mettre en avant, peu importe la langue. Hein, pareil, bilingue anglais, au Pays Basque, bilingue espagnol. Clairement, c'est un plus. Linda, qui est une de mes élèves actuelles, pour le stage,
Qu'est-ce qui vous a fait le plus évoluer? Les projets à prendre tout seul ou est-ce important d'avoir un tuteur qui a envie de nous faire évoluer? Est-ce une chose importante à demander? Qui veut prendre le relais là-dessus? Allez Stéphane, je te sens motivé là. Je veux bien parce que moi j'ai eu un super maître de stage qui m'a vraiment tiré vers le haut, qui m'a montré de nouveaux concepts, enfin des façons de penser, comme Basile aime dire, pour aller plus loin, quoi. Et ça, c'était top. Mais faut du sien aussi, quoi. C'est pas, enfin, le maître de stage, il fait pas tout. Avec une personne qui sera réceptive, ça passera bien. Si la personne elle est fermée, comme je disais tout à l'heure, quoi, quelqu'un qui est plus ouvert, là ça va être productif, quoi. Il y a pas, enfin, ça dépend pas que du maître de stage ou du tuteur. Ça vient aussi de nous, quoi. C'est à nous à continuer à se documenter, à continuer à apprendre, et pas attendre juste du maître de stage. Merci Stéphane. Je pense que le bon exemple va être Lorraine. Je sais que tu détestes ça, mais je vous connais tellement bien, vous partez. Toi, je sais que ça a été un peu difficile parce que tu as été en remote et tu t'es senti un petit peu lâché, du coup, par ton maître de stage ou avec trop de travail. Tu peux peut-être répondre aussi à la question avec toi, ton expérience, si je ne me trompe pas. Alors, tu te trompes pas. Donc en fait, non, moi quand j'ai fait mon stage, j'avais pour le coup un très très bon tuteur de stage, vraiment. Hyper pédagogue, hyper compétent, en plus d'être hyper sympa. Le seul problème, c'est qu'il n'avait pas le temps. Pas le temps du tout. Et tant qu'on était en présentiel, ça allait parce qu'on était la chaise d'à côté, donc on pouvait se taper sur l'épaule pour se... Voilà. Mais à partir du moment où on est passé en remote, c'est pas une société qui avait spécialement l'habitude de bosser en remote, voilà. Donc là, ça a été très compliqué parce que je me suis sentie un peu seule au monde, effectivement. Enfin, ouais, seule au monde. C'était le confinement, hein, donc j'étais pas. Voilà, on était tous à la maison. Et donc ça a été très très difficile. Il y a eu vraiment des journées compliquées pour moi. Donc ouais, pour moi le tuteur il a quand même son importance. Pour moi c'est effectivement quand même quelque chose une question à poser quand on cherche un stage parce que ça joue beaucoup. Après au final bon ça s'est bien passé, je me suis débrouillée et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que moi j'ai l'impression de ne pas avoir profité de lui autant que j'aurais aimé, parce que je pense qu'il aurait pu m'apporter beaucoup plus de choses encore. Mais voilà, ça s'est pas fait. C'est bien d'avoir un super tuteur, mais on peut survivre sans. Merci Lorraine pour la petite conclusion. Il y a une question par rapport aux formations en remote, si je ne me trompe pas, pour Sarah. Est-ce qu'il y a des différences en termes de contenu de la formation ou d'opportunités entre la formation en présentiel et celle en remote? Il y a très peu de différence. On propose quasiment la même formation. En tout cas, en termes de contenu, c'est exactement la même chose. Vous allez également avoir un formateur qui vous suit sur la formation en remote. Par contre, forcément, il y a une différence, c'est que vous ne fonctionnez pas avec l'écosystème local de la ville dans laquelle vous faites votre formation. Mais ça fonctionne également très bien de formation en remote. Donc, tout dépend en fait de ce que vous voulez, de ce que vous recherchez, de vos besoins, de votre capacité aussi à vous déplacer sur un campus, parce qu'on n'a pas des campus dans chaque ville, donc on en a pas mal déjà en France, mais vous êtes peut-être dans une ville où il n'y a pas de possibilité de le faire sur campus. Après, moi, je préconise pour ceux qui aiment bien être en présentiel, voir du monde, rencontrer un petit peu aussi des gens qui sont dans le même écosystème que vous. Si vous êtes par exemple à Strasbourg, et qu'il y a des places à l'école de Strasbourg, allez faire plutôt votre formation à Strasbourg. Après, les formations en remote, très honnêtement, fonctionnent très très bien. Je connais très bien un campus manager aussi qui gère ce campus en remote. Et vraiment, c'est aussi carré. Vous allez apprendre autant de choses. Vous allez voir quasiment la même façon de fonctionner que sur du présentiel. Vous serez tout le temps en visio. Vous allez avoir le même contact avec vos collègues, etc. Juste la petite différence qu'il peut y avoir, c'est que c'est une formation au niveau national. Et du coup, dans tous les cas, vous pourrez être rattaché. Par exemple, moi, je sais que il y en a certains qui sont en formation en remote qui me contactent parce qu'ils sont dans la zone
un petit peu de Biarritz et qui peuvent, par exemple, à qui je peux donner des conseils pour la recherche d'emploi, etc. Parce que moi, je suis sur ce secteur. Donc, en tant que remote, vous pouvez aussi bénéficier de ça, mais forcément un peu différemment que si vous étiez sur le campus. Voilà. J'espère avoir bien répondu à cette question. Sentez-vous une grosse concurrence, donc de la part d'Alain, sentez-vous une grosse concurrence avec les diplômés informatiques, ceux qui ont suivi une formation classique, ou la Wild apporte-t-elle quelque chose de différent qui peut plaire aux recruteurs? C'est une très bonne question qu'on me pose tout le temps et qui est super difficile. En fait, ça dépend vraiment de vous. Et je pense que la différence, donc je vais laisser les élèves après, enfin les anciens répondre à ça, mais je pense qu'il y a une grosse différence, elle a été un peu amenée aussi par certains, c'est votre maturité professionnelle. En tant que reconversion professionnelle, quand même, vous avez quelque chose d'assez important à apporter. Et puis, vous avez chacun vos cursus un peu différents. Il y a aussi une chose, c'est que vous faites beaucoup de pratiques. Quand vous venez à la Welcome School, vous oubliez tout ce que vous savez de l'école. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en cours toute la journée à regarder votre formateur vous faire un cours. Vous pratiquez, il y a beaucoup d'exercices, il y a des projets clients, il y a un projet avec un client réel, vous avez des hackathons, il se passe quand même beaucoup de choses. Voilà, et on a du relationnel avec les entreprises quand même qui est assez important aussi. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un, enfin un ancien, qui veut peut-être ajouter quelque chose par rapport à ces questions? Parce que je sais que vous l'êtes tous posés à un moment ou à un autre. Donc peut-être qu'aujourd'hui, en disant, allez, vas-y, Anthony, je te vois lever la main. Oui, alors, la Wild, comme tous les autres bootcamps, savent que c'est des formations rapides, que le niveau, vraiment, quand on prend là-dedans, on cherche vraiment un junior. C'est-à-dire qu'en général, l'entreprise, elle mise sur quelqu'un à former. Donc, elle le sait, ça ne va pas pouvoir répondre aux besoins tech les plus pointus au début. Le but, c'est de l'encadrer, de le faire monter, de le faire grandir avec l'entreprise. Après, je pense particulièrement à des profils ingénieurs ou à des bac+5, dans ce cas-là, on peut y faire appel, mais pour un autre champ de connaissances, pour un besoin technique vraiment précis. Donc, même si c'est le même secteur, ça répond à des besoins complètement différents. Donc, non, si vous faites un bootcamp, vous n'êtes pas délaissé et vous n'êtes pas perdant. Les entreprises sont au courant et économiquement, elles y gagnent au début, plus elles forment. Donc, enfin, c'est pratique. Enfin, ne vous sentez pas moins que ceux qui ont un cursus info, bien au contraire. Merci Anto pour les précisions. Et je vois qu'il y a Silène et Chloé qui ont levé la main, mais en même temps, quoi. Donc, je pense que il y a un truc qu'Anthony a dit qui vous avait fait rebondir. Je vous écoute. Non, c'est pour compléter plus ce que disait Anthony et pour faire un retour du client chez lequel je travaille en ce moment qui, lui, aime beaucoup les profils wild. Là aujourd'hui, on est deux de la Wild à bosser. Donc on est dans des ESN différentes, mais on est deux à bosser chez ce local. Et il y a quelques mois, on était trois. Et il aime bien ce profil-là parce que c'est le profil de reconversion. Et du coup, il y a un petit plus à apporter au niveau de la manière d'aborder les problématiques. Et ce qu'il aime bien aussi, c'est le côté autonome parce on sort de la formation assez débrouillard sur certaines problématiques techniques. On va pas, c'est ce qui ressort pas mal de toute la façon dont est tournée la formation, c'est qu'on va se débrouiller pour trouver une solution. Et si réellement on se retrouve coincé, enfin on est au pied du mur et qu'on est en galère, là on va trouver. Et ça, c'est quelque chose qui est pas mal apprécié. Alors après, ça dépend. Enfin, chaque entreprise aussi a sa vision et a ses préférences aussi au niveau des diplômes, des cursus, mais c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Merci Chloé. Silène, tu veux ajouter quelque chose? Oui, donc moi aussi, donc profil de reconversion, c'est une des choses qui a plu à mon entreprise actuelle. En fait, c'est comme dit Chloé, il y a un autre regard, donc c'est quelque chose qui est apprécié. Après, du coup, moi, j'ai cherché du boulot partout. Oui, les profils de reconversion plaisent, mais il y a énormément d'entreprises. En France, on a encore des problèmes avec le diplôme. Donc, si vous n'avez pas un master, c'est pas la peine. Je dis pas qu'il faut pas chercher, mais c'est compliqué. C'est pas parce que vous aurez fait la Wild, c'est pas parce que vous avez un profil de reconversion que ça plaira. Par contre, il faudra savoir vous vendre. Moi, du coup, c'est un métier où il y a la deadline, il faut rendre le projet vite. Il y a du stress, de l'urgence. Moi, quelque chose que je peux vendre. Donc, j'ai été infirmière pendant 8 ans, travaillant de nuit sur des services de réanimation. Moi, je sais ce que c'est la véritable urgence vitale.
Donc, quand les gens ils me disent, vous gérez comment le stress, ben, quand je leur dis ça, ils me regardent et ben, ils n'ont plus rien à dire. Voilà, faut savoir vous vendre. C'est un exemple. Voilà. Donc, non, de sortir au profit de reconversion, ça aide pas forcément. Le travail, c'est vous qui allez le fournir. C'est pas votre diplôme, du coup. Parce qu'il y en a certains, du coup, ils ont le diplôme et ça les aide. Là, c'est vous. C'est vous qui va falloir travailler. J'ai vu une autre question passer par rapport au temps. Voilà, vous avez fait 5 mois de formation, 4 mois de stage. C'est pas, voilà, il va falloir travailler. C'est pas H24, mais c'est pas loin. Et pas que pendant la formation, après. Parce que vous allez devoir condenser 9 mois, enfin 2 ans de formation en 9 mois. Donc, il va falloir y aller. On a des bons profils, mais on a des profils qui doivent montrer beaucoup. Merci Silène. Ouais, je te rejoins sur la question par rapport au temps. Donc oui, c'est 9h-17h. Je crois que Basile, notre formateur, il est connecté. J'aimerais bien qu'il prenne un peu la parole là-dessus, mais il papote. En gros, Basile, vu que je te vois là à travers ma fenêtre, en gros, la question qui est posée, c'est le travail en plus entre 9h et 17h. Qu'est-ce qu'on doit fournir en plus? Moi, de ce que je sais, c'est qu'il y a des moments où il faut savoir se reposer aussi, hein, parce que sinon, on craque et il faut arriver à couper un peu le cerveau à certains moments. Mais oui, il y a du travail en plus. Basile, donc du coup, qui est notre formateur, qui est en train d'enlever son bonnet pour voir si elle est bien coiffée avant de remettre sa caméra. Est-ce que tu peux répondre un petit peu à cette question et me dire, toi, par rapport à tes élèves, comment est-ce que ça se passe en général et qu'est-ce que tu leur conseilles en termes de travail en plus de la formation? Yes. C'est vrai que la formation est hyper intense en termes de contenu. On a essayé de faire rentrer un max de compétences en 5 mois et c'est vraiment très, très complexe. À chaque session, on remet un peu tout ça en cause, savoir est-ce que telle ou telle compétence est intéressante et importante dans le cursus. On essaye, parce que forcément, les technos évoluent, donc on essaye en plus d'ajouter d'autres choses. Donc malheureusement, 9h, 17h, c'est pas suffisant. Sur 5 mois, en tout cas, c'est pas suffisant. Donc, moi, je le vois, ceux qui se donnent vraiment le plus sont ceux qui évoluent le plus vite et qui sont autonomes le plus rapidement, en tout cas. Mais ce qui est hyper important, c'est pas vraiment d'être capable d'ingérer de l'info. Ce qui est important, c'est de savoir chercher tout seul sur Internet, d'être un minimum à l'aise avec l'anglais, parce que toutes les notions, on va les retrouver beaucoup plus facilement en anglais sur le net. Et à partir du moment où on est à l'aise avec ça, ça roule en fait. Il n'y a pas plus à dire, mais c'est vrai que en termes de temps, c'est assez impressionnant le temps qu'il faut, encore, je ne sais même pas si c'est le bon terme, mais qu'il faudrait fournir pour être à l'aise dans l'écosystème. Ouais. Voilà, après, moi, je me là. Merci Basile. Moi, je mets un peu le haut là sur le temps et le travail en plus. Oui, il faut travailler en plus. Après, comme je disais, il faut aussi savoir à quel moment vous devez faire une pause parce que vous n'arrivez plus à assimiler. Et quand c'est le cas, il faut aussi aller pratiquer un peu. C'est-à-dire que Basile, il parle de temps en plus. Et moi, je vais rajouter la pratique. Parce que voilà, les réflexes viennent en pratiquant. Et voilà. Merci Basile d'avoir pris la parole. Je t'ai pris un peu de cours là en plus. Ouais, juste si je peux ajouter un dernier truc, alors je dis oui, ça demande beaucoup de temps, mais il faut savoir ne pas confondre vitesse et précipitation, dans le sens où c'est aussi important de faire des pauses. C'est aussi important de dormir la nuit, parce que c'est un métier qui est essentiellement mental. Et forcément, si au bout d'un moment on bosse, on fait, allez, mettons 7h minuit tous les jours, en 2 mois on est plié, c'est fini. Et on n'arrivera plus à avancer. Donc vraiment, il faut savoir s'écouter et prendre des pauses quand il y a besoin. Ça ne sert à rien de s'acharner. Si on n'y arrive pas tout de suite, ça ne sert à rien. On fait une pause, on prend l'air un peu et on y revient après une fois qu'on a l'esprit aéré. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Parce que rester coincé sur un problème, au final, on reste coincé, le problème n'avance pas et on se casse la tête à rien. Donc c'est hyper important de savoir faire des pauses et au final, si on arrive à avoir une vitesse de croisière comme ça, on peut bosser très longtemps sur la journée. Merci Basile. 1 heure par jour, en exemple, 1 heure par jour en plus de la formation et 5 heures le week-end. Moi, je vous dis, en fait, ça dépend vraiment de vous, de ce que vous ressentez, du besoin que vous allez ressentir pendant la formation. En fait, ça ne sert à rien de vous imposer quelque chose si vous estimez ne pas avoir besoin de faire autant ou besoin de faire plus ou besoin de faire moins. Tout dépendra de vous. Et après, sachez que le formateur et le campus manager, donc là, c'est Basile et moi, du coup, sur le campus de Biarritz,
on sera capable de vous dire, bon là, peut-être falloir que tu t'entraînes un peu à la maison, un peu plus, ou moi, ça m'est déjà arrivé de dire à un élève, là, stop, arrête-toi, tu es en train de te griller le cerveau, fais une pause ce week-end, je ne vais pas devoir ouvrir l'ordinateur. Donc, on sera aussi là un peu pour remettre le haut là, ou au contraire pour vous booster un peu s'il y a besoin. Avec plaisir pour les réponses. Quel est le langage de programmation le plus recherché en entreprise? J'aurais envie de dire, si j'écoutais mon formateur, Basile, je le vois sourire, je dirais le JavaScript, mais ce n'est pas forcément vrai. Ça dépend un peu des villes, ça dépend des entreprises. Et puis, je pars du principe que peu importe le type de programmation que vous allez apprendre en formation, le but, c'est de vous apprendre à apprendre. Donc, derrière, vous soyez capable, derrière, d'aller vous auto-former sur un autre langage. Donc, peu importe, j'ai envie de dire. Le JavaScript, l'avantage, c'est que c'est un langage qui est quand même assez complexe. Donc, démarrer du JavaScript pour ensuite aller apprendre un autre langage, c'est bien, mais tout dépend. Je vois que Silène, elle a levé la main. Tu viens à ma rescousse? Donc oui, Basile dirait JavaScript et surtout pas PHP. En fait, dans cette formation, déjà, vous allez apprendre surtout le métier de développeur. Donc, en fait, vous allez apprendre une syntaxe, vous allez apprendre un mode de lecture, un mode d'écriture. C'est pas parce que vous apprenez tel langage que quand vous allez prendre en entreprise, vous allez travailler sur ce langage-là. Moi, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, j'aimais beaucoup React, donc travailler React, donc ça m'allait très bien. Mais je me suis ouverte au Java et j'aurais pu faire du Python. Je crois qu'Angélique, d'ailleurs, elle peut en parler de ça. Yes, Angélique, si tu veux prendre le relais. Oui, du coup, pour ma part, j'ai fait la formation du coup React avec Basile. Et dès mon premier jour de stage, on partait sur du Python. Alors, ça tombe bien, c'était quelque chose que j'avais vraiment très, très envie d'apprendre. Donc, c'est parfait. Et voilà, du coup, le langage qu'on apprend en formation ne nous cantonne pas à un langage que l'on va utiliser. C'est une manière de penser les choses qu'on retrouve. Il y a beaucoup il y a énormément de notions qui sont transverses et qu'on retrouve d'un langage à l'autre. Une fois qu'on comprend les rouages derrière tout ça, on peut le transposer assez facilement sur un autre. Donc voilà, puis après tout dépend ce sur quoi on a envie de travailler. Si on est plus sur du front, sur du back, sur de la donnée ou autre, bon ben voilà, on va devoir choisir un langage où on va se rediriger vers un langage qui correspond davantage à nos choix professionnels ou ceux vers quoi on veut tendre. Yes, merci Angélique. Bon, et la question qui tue, ça j'hésite à laisser Basile parler. On voit un peu de baisse de PHP et une hausse du React.js Node. Basile qui sourit. Oui, oui et non. En fait, ça dépend un peu. J'ai l'impression qu'il y a des saisons. Oui, certes, le JS est clairement en hausse. C'est de plus en plus demandé. Après, je vois aussi beaucoup de demandes en PHP. J'ai l'impression que ça dépend un peu des périodes. Et je vois Anthony qui a envie, là, cette démarche. Vas-y, je t'écoute. Ouais, c'est à moi? Ok. En fait, c'est utilisé pour faire des choses complètement différentes. Enfin, le front, par exemple, en JS, c'est vraiment très apprécié parce que c'est responsive de base. On peut très facilement faire du desktop, du mobile. Enfin, ça répond à un certain besoin. Après, pour la communication entre les interfaces back, donc tout ce qui est serveur, base de données et le front, les API en PHP sont réputées et c'est vraiment très, très solide. Donc, il ne faut pas se dire lequel est mieux. C'est pas un concours de langage, c'est que chaque langage a ses spécificités, comme l'a dit Angélique très bien, et ça répond à des besoins différents. Donc après, voilà, c'est à vous de vous documenter, de voir qu'est-ce qui vous plaît dans le dev. Il y en a, ça peut être l'UX, le design, ils vont être très attirés par le JavaScript, par exemple. Angélique, son cas, c'était plus la donnée, le big data, donc ça a dévié vers Python. C'est vraiment, en fait, en fonction des goûts. Ne vous bloquez pas un seul langage, explorez. Merci Anto. Basile, tu veux prendre le relais? Ouais, en fait, pour essayer, je vais essayer d'être le plus impartial possible. Si aujourd'hui on en vient à un écosystème où côté back, le JS prend de la place, c'est simplement parce que c'est plus simple de maintenir le même langage des deux côtés. Que ce soit côté front ou côté back, c'est quand même plus simple d'avoir le même langage. Donc, on peut avoir des fonctions qu'on utilise d'un côté et de l'autre. Et du coup, on peut avoir une équipe de développeurs aussi réduite, pour le coup, vu qu'on n'a pas besoin d'avoir un développeur qui est très efficace en JS, d'autres qui sont très efficaces en PHP. En soi,
c'est un peu une guéguerre, mais c'est plus une blague qu'autre chose entre les langages. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en soi, le langage, on s'en fout. Ce qu'il faut savoir, c'est prendre le bon outil pour le bon problème. Et très souvent, pour faire du front, ça va être du JS. Pour faire du back, bah là, des outils, il y en a pléthore. On peut faire du JS, on peut faire du PHP, on peut faire du Ruby, on peut faire tout et n'importe quoi. En soi, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est, dans cette formation en tout cas, c'est de comprendre les bases de la programmation. Qu'est-ce que du front, qu'est-ce que du back, qu'est-ce qu'une API, et plus précisément dans le code, qu'est-ce qu'une fonction, qu'est-ce qu'une boucle, ce genre de choses. Ça, c'est important. Si vous avez tout ça, vous pouvez le retranscrire dans n'importe quel langage et ça ne posera pas de problème, pour le coup. Et peut-être, j'ai vu aussi une autre question pour moi, je vais peut-être sauter du coq à l'âne. Quel type d'ordinateur acheter de préférence? Alors, là, je vois que ça ricane autour de moi. De préférence, j'ai envie de dire pas un Windows. Mais, je dis bien un mais, depuis le confinement, j'ai une machine Windows chez moi parce que je suis aussi un gros consommateur de jeux vidéo, donc forcément, j'ai pas trop le choix, c'est Windows. Et récemment, ça s'est quand même grandement amélioré en termes d'utilisabilité pour faire du dev. Donc Windows, aujourd'hui, ça va. Mais ce qui est important dans le dev, avant toute chose, c'est d'être à l'aise avec Unix. Donc Unix, ça peut être soit Linux, soit Mac, parce que 95% des serveurs que vous allez utiliser pour déployer des applications, ça va être Unix, et vous n'aurez que votre terminal pour communiquer avec. Donc les commandes Unix, c'est hyper important. Derrière, l'OS que vous utilisez, on s'en fiche en soi. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent que ça fonctionne, peu importe l'OS que vous utilisez. Mais voilà, à toi de choisir. En termes de spec, un bon processeur, suffisamment de RAM, et le stockage, c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un bon processeur et suffisamment de RAM. Voilà. Top, merci Basile. Moi, en général, ce que je vous conseille pour ceux qui ne sont pas déjà en formation et qui veulent faire une formation, c'est pour ça que vous avez posé la question par rapport à l'ordinateur. Je vous conseille dans tous les cas d'attendre d'avoir votre formateur, etc. Peut-être avant d'acheter votre ordinateur si vous n'êtes pas pressé. Donc, ne vous précipitez pas. Mais les conseils de Basile, en tout cas, sont bons. Et moi, je sais que Basile, donc mon formateur sur Biarritz, en général, conseille toujours mes élèves, soit juste avant qu'ils soient arrivés, soit juste avant d'arriver en formation, soit pendant la formation pour l'achat de leur nouvel ordi. Donc, ne vous précipitez pas. Prenez vraiment le temps de choisir parce que c'est quand même un sacré investissement et ce serait dommage de vous planter. Bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Merci Anthony, j'ai vu que tu avais répondu à certaines questions en commentaire, notamment sur freelance ou CDI. Et comme disait Anthony, tout dépend en fait. Les entreprises recherchent soit du CDI, soit du freelance en fonction des besoins. Si j'ai bien compris. Freelance, ça va être plutôt de l'expérimenter. Pensez-y. Moi, je vous déconseille en général tout de suite en sortie de formation de vous lancer dans du freelance, sauf si vous avez des opportunités. Je pense notamment par exemple à Angélique, à Lorraine et à Anthony qui ont eu l'opportunité de se mettre en freelance. Silène aussi d'ailleurs qui a fait un peu de freelance en sortie de formation, etc. parce qu'elle a eu des projets. Là, oui. Mais restez ouvert toujours aux opportunités de poste parce qu'être freelance, ça veut dire aussi aller chercher ses clients, aller faire ses fiches de paye, ses machins, faire sa compta. Donc, c'est un temps, là, pour le coup, vous ne comptez pas vos heures. Donc, ça, prenez-le réellement en compte. Moi, je vous déconseille pas le freelance. Je vous dis, faites en fonction de ce que vous pouvez faire en sortie de formation, des propositions que vous avez, des contacts que vous aurez. Voilà. Et de votre motivation, bien sûr, à faire ça. Voilà. Je crois qu'on arrive à la fin des questions. Et pour clôturer un peu ce petit échange, j'aimerais que chacun des Wilders, s'il vous plaît, enfin mes anciens, pardon, Wilders, me partage avec nous son meilleur souvenir. Là, je vous pose une colle, je sais, mais si vous pouvez prendre le temps d'y réfléchir, ça serait chouette pour terminer sur quelque chose de positif pour tout le monde. Qui veut commencer? Ça va de réfléchir, là, je sens. Ouais, bon, moi je vais griller la priorité aux filles, à Lorraine et Angélique, parce que je pense qu'on a le même en fait. C'était notre premier hackathon qu'on avait fait ensemble avec deux autres collègues qui sont pas là. Et c'était le moment où on a fait communiquer leur back-end avec notre front-end. Et voilà, c'était vraiment un super moment, c'était magique, quoi. Et
Et c'est un truc, je pense qu'on s'en souviendra tous encore dans 10 ou 15 ans, on en reparlera encore. Merci Stéphane, je vois que ça ricane. Allez, qui d'autre? S'il vous plaît, trouvez-moi un petit truc. Je suis sûre que vous avez quelque chose à partager. Ah, je vous embête là. Bah, c'est les hackathons, les meilleurs moments, c'est même en détente, soirée pizza, soirée déconne, on s'enferme dans une salle, on pense, on voit pas le prof, on le filme le lendemain matin quand il est en train de dormir. Voilà, pour moi, c'était les hackathons, c'était le moment détente où on a pu coder tranquille, sans se poser avec le projet, rigoler entre nous. Enfin, voilà. Pour moi, c'était ça aussi. Top, merci. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. On a épuisé un peu vos ressources. Basile, tu as peut-être un truc à partager avec toi avant de finir. Parce qu'il faut savoir que Basile est aujourd'hui notre formateur depuis 2 ans, mais que c'est aussi un ancien élève de la Web Code School. Aussi. Le mot de la fin, Basile, pour toi? Le mot de la fin, ouais. Non, moi, des souvenirs. Moi, je suis là depuis plusieurs sessions maintenant. Donc, des souvenirs, j'en ai tellement, en fait, je ne saurais pas en choisir un. Je pense que le meilleur souvenir, c'est. Alors, moi, ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais c'est quand j'ai été accepté à la Wild en tant qu'élève, parce que ça m'a vraiment sorti de 2 ans de chômage à rien faire. Et donc, ça m'a vraiment sauvé une vie professionnelle. Et du coup, c'est vraiment, je pense, le meilleur souvenir que je peux avoir de la Wild, en tout cas. Merci, Basile. Je suis déçue, je pensais que tu allais dire que c'est le jour où tu as appris que tu allais être mon collègue, mais non, c'est pas grave. Bon, écoutez, merci beaucoup à vous 6 et à vous 7. Du coup, je t'inclus, Basile, aussi là-dedans. Merci pour vos témoignages, pour le temps que vous avez pris. Voilà, je sais qu'il y en a certains qui ont quitté le boulot plus tôt pour venir échanger avec nous. Merci à ceux qui sont présents ce soir et à tous ceux qui ont posé des questions. Voilà, je suis disponible si jamais il y a des questions. Vos campus managers sont disponibles également. Mais si jamais vous avez d'autres questions, vous avez mon adresse email dans tous les cas qui est sur le site internet de la Web côté campus de Biarritz. Donc voilà, n'hésitez pas si besoin, on reste disponible. Passez tous une bonne soirée. Merci les Wagders et je vous dis tous à très bientôt. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à tous.